Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est en fait une présentation du projet final d'un de nos apprenants, qui est Paul Desprairies. Paul Desprairies a suivi la formation en ligne pendant euh, une douzaine de semaines environ, et il a rendu un projet final qui est vraiment hyper intéressant qui permet en fait d'éviter que des PME, et notamment les PME qui sont au milieu des chaînes logistiques, fassent faillite quand elles ne sont pas payées assez rapidement par leurs clients. Voilà, je vous en dis pas plus dans cette introduction. Le projet est vraiment intéressant et on est vraiment désolé pour la qualité du son et de l'image. Voilà, c'est une conversation qu'on a eue par webcam et du coup la qualité est pas très bonne, mais comme le contenu était vraiment intéressant, on voulait quand même vous le mettre, voilà, et vous le donner. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Peut-être que Paul passera sur la vidéo pour y répondre. Et d'ici là, bon visionnage et générique. Euh, Paul, tu as réalisé un projet qui permet de faire je ne sais pas si je le dis correctement, mais de la semi-fongibilité des bons de commande d'entreprise, c'est ça? Oui. Ouais. Du coup, est-ce que tu voudrais le présenter? Ouais. Ok, très bien. Donc effectivement, Jérémy, comme tu l'as dit, j'ai réalisé un projet de fin d'études qui porte sur le sujet de la traçabilité et du financement des chaînes d'approvisionnement. Ok. Et cela, j'ai décidé de le résoudre, non pas comme on peut le penser traditionnellement en suivant le flux physique de produits, mais en suivant le flux financier qui est le même en fait, mais qui va juste dans l'autre sens. Ok. Donc, ce faisant, j'ai imaginé un bon de commande qui serait fongible et qui serait du coup utilisable pour financer une chaîne de fournisseurs. Ok. Est-ce que tu peux juste préciser ce que tu entends par fongible, puisque c'est un mot dont on parle souvent dans l'univers de la blockchain, mais je suis pas sûr que Ok. tout le monde connaisse la définition de ce mot. Ouais, bien sûr. Alors, la fongibilité, c'est votre argent. Votre argent est complètement fongible dans le sens où vous pouvez changer un euro avec un autre euro. Ce Ok. qui n'est pas fongible, par exemple, ce sont deux diamants ou deux œuvres d'art ou deux pièces qui sont censées être absolument uniques. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le semi-fongible, donc qui sont échangeables dans un certain cercle, mais pas dans d'autres. Et donc là, c'est le cas de notre bon de commande. Donc tous les acteurs de cette chaîne d'approvisionnement pourront s'échanger un bon de commande, donc se Mhm. financer avec, mais ça ne sera valable que entre eux. Ok. Et donc là, on a affaire à des bons de commande qui sont semi-fongibles. Ok. Donc c'est comme une monnaie, mais qui serait dans un domaine restreint finalement. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. On peut aussi parler de, pourquoi pas, d'une émission monétaire, on va dire, d'une monnaie alternative. Un peu comme ce qui se voit en France avec l'émergence de plein de monnaies alternatives qui n'ont cours que dans certains milieux ou certaines zones géographiques. Ouais. C'est un système d'échange local pour grosses entreprises. Exactement. Tout à fait. Bien imaginé. Et en fait, le constat, ce qui est intéressant dans cette idée, c'est qu'elle permet non seulement donc, de tracer une chaîne d'approvisionnement, mais également d'en financer les fournisseurs. Ok. Avec le constat suivant que, bon, il y a un chiffre que j'aime bien sortir, c'est que un quart des faillites qui ont lieu aujourd'hui en France chez les TPE-PME sont dues à un retard de paiement. Donc, ça veut dire que des petites entreprises sont faillites alors qu'elles ont un carnet de commande qui est plein. Et donc, la question sous-jacente qui se pose, c'est comment valoriser ce carnet de commande? Comment faire en sorte que une entreprise qui a une situation structurelle bonne, mais qui se fait juste payer en retard, en fait, et qui n'arrive pas à décrocher un crédit parce qu'elle est trop petite auprès de sa banque, etc. Comment faire en sorte pour que cette entreprise subsiste? Et en plus, que ça rende service à son client final, donc à tracer ses produits. L'idée, c'était donc de valoriser le carnet de commande et de le valoriser en ce qu'on appelle en comptabilité, c'est du quasi-cash. Donc, c'est le cash, c'est votre argent, et le quasi-cash, c'est quelque chose qui est quasiment aussi liquide que l'argent, donc qui s'échange quasiment aussi bien. Mhm. Et l'idée, c'est donc de transformer ce qu'on appelle donc ce bon de commande, qui est finalement un actif, donc qui est une preuve de richesse, hein, et de le mettre, de le liquidifier, entre guillemets, donc de le mettre sur un token semi-fongible sur une blockchain, Ouais. afin d'en faire bénéficier ses propres fournisseurs et que les fournisseurs puissent en faire bénéficier leurs propres fournisseurs. Donc très concrètement, si Carrefour mettait ça en place demain, Mhm. ils pourraient très bien financer leurs fournisseurs de rang 1 avec ce bon de commande. Donc, typiquement, je te commande 3000 paquets de granola. Voici un bon de commande. Et Granola peut utiliser ce bon de commande pour payer ses fournisseurs de rang 2. Donc, Granola n'a plus besoin d'attendre d'être payé
par Carrefour Ouais. pour payer son fournisseur de rang 2, etc. Le fournisseur de rang 2 peut payer son fournisseur de rang 3 de telle sorte à ce qu'à échéance, donc à échéance de paiement, Carrefour ne doit pas payer sa somme en 3000 paquets de granola au fournisseur de rang 1, mais au fournisseur de rang N. Donc on ne sait pas qui c'est. Mais on sait forcément que celui qui détient le bon de commande, il se trouve dans la chaîne d'approvisionnement, à un rang 5, 6, 7 peut-être. Ouais. Entre-temps, tous ceux qui ont touché à ce token, donc à ce bon de commande, auront été financés parce que ils auront pu, ils n'auront pas eu besoin d'attendre le financement en cash pour payer leurs fournisseurs. Ok, donc Donc ça, moi, Granola, je vais pouvoir utiliser le bon de commande de Carrefour pour acheter mon blé, acheter mon cacao, acheter mon huile, etc. théoriquement et techniquement, c'est possible. Ok. Après, est-ce qu'il y a une volonté, est-ce que mentalement on est prêt, c'est encore une autre histoire. Mais on est plus sur la faisabilité technique. Mais en tout cas, c'est intéressant à faire. Parce que juste pour que je comprenne bien, aujourd'hui, Carrefour, quand ils émettent un bon de commande, quand est-ce que Granola est payé? Alors aujourd'hui, Carrefour, donc Carrefour va, si la chaîne d'approvisionnement est déjà constituée, donc il n'y a plus de devis parce qu'on sait déjà à qui on s'adresse. Donc Carrefour va demander à Granola 3000 typiquement unités sur une période donnée. Donc il va faire un bon de commande. Ouais. Ensuite, Granola, lui, va réaliser cette commande en émettant. Donc il va carrément, il va envoyer ces granolas chez Carrefour en émettant ce qu'on appelle donc une facture, Ouais. qui est un document comptable absolument indispensable. Et l'émission de cette facture va être va conditionner, va générer la création d'une créance. La créance, c'est je suis payé à terme. Autrement dit, après le bon de commande, il y a une facture. Après la facture, il y a la promesse d'un paiement à échéance qui se trouve en général à 60 jours en France. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il peut se passer quasiment un trimestre, voire une demi-année entre le bon de commande et le moment où l'argent est effectivement sur le compte de Granola. Alors, si je ne me trompe pas, entre la facturation et le paiement, il y a 53 jours en France en moyenne, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui est un des chiffres les plus élevés dans les pays de l'OCDE. Et donc, effectivement, entre le bon de commande et le paiement, il se passe encore plus de temps. Donc, en fait, on appelle ça le financement du BFR, donc c'est le besoin de fonds de roulement. Le financement de la trésorerie des entreprises va être amélioré si on accélère le flux financier, alors que le physique ne bouge pas. Donc, ça veut dire que l'argent va plus vite. Et si on dit que le bon de commande est ce qui fait foi pour le paiement, alors effectivement, le financement va beaucoup plus vite et on arrive sur un outil d'autofinancement super intéressant pour les fournisseurs. Ça te va? Tu veux continuer un petit peu ou tu veux qu'on reste? Ok, Non, super. je te laisse dérouler. Donc les promesses, donc tout ça, malheureusement, bon, j'ai pas encore trop testé et les promesses sont vraiment euh, euh, gravées dans le marbre le jour où on arrivera à les constater. Mais c'est juste en théorie ce qu'on peut attendre d'une telle solution. Donc encore une fois en théorie, c'est donc le financement du BFR, c'est ce qu'on voit en haut à droite, et une cartographie de la supply chain, donc c'est ce qu'on voit en haut à gauche. Et Ok. bien sûr, une diminution des risques financiers, puisque on peut imaginer que ce soit une solution de financement vraiment de tous les fournisseurs. Donc, il y a moins de chances qu'un fasse faillite pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt, pour cette raison. Et je vais sauter ce qu'il y a en pointillé, parce que c'est soit un peu technique, soit pas forcément vérifié, donc pas forcément pertinent d'en parler. Là, je me suis amusé à faire des comparaisons entre des systèmes de financement classiques. Donc aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas d'argent et qui en a besoin va soit faire un crédit auprès de sa banque ou de plus en plus couramment va avoir recours à ce qu'on appelle de la facturage. Donc c'est j'ai une facture, je la vends à un tiers financier. Le tiers financier vérifie que le client a bel et bien reçu la commande et avec cette preuve décide de financer la facture en prenant une énorme marge. Ok. Donc là, cette solution, elle permet de court-circuiter ce tiers qui prend énormément de marge aujourd'hui. Et sinon, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment un système de facturage sous blockchain, donc qui court-circuite un tiers de confiance. Ok. Et en fait, comment on pourrait imaginer ça à l'avenir? On pourrait imaginer ça par une interface web, toute facile, donc pas forcément obligé de spécifier qu'il y a une blockchain derrière, puisqu'il y en a énormément qui ne comprennent pas aujourd'hui ce que c'est forcément. Il suffit il suffit simplement de se connecter à un compte pour voir des bons de commande arriver et pouvoir les redistribuer à ses fournisseurs. Donc c'est pas forcément une usine à gaz ou quelque chose de faramineusement compliqué à imaginer mettre en place ni à utiliser.
Et en description, donc ça c'est peut-être un schéma technique. Moi j'aime bien ce qui est visualisable parce que bon, c'est comme ça que je comprends mieux les choses. Donc une grosse entreprise. Euh, alors que je me trompe pas. Donc là en fait, on peut décliner le système en deux solutions. Donc je sais pas si ça t'intéresse que j'aille dans la technicité du. Ouais, complètement, ouais. Ok, très bien. Donc en fait, on peut même imaginer deux types de fonctionnement. Le premier dont on a parlé, c'est celui-là. Donc c'est Intermarché ou Carrefour émet un bon de commande qui est utilisé pour paiement. L'autre solution, c'est non pas d'utiliser le bon de commande, mais simplement d'utiliser la créance, qui est un actif qui se trouve vraiment au bilan comptable, qui va accélérer un peu moins le flux, mais qui a comme énorme avantage de nécessité de demander à Carrefour de le faire. N'importe quel fournisseur peut dire j'ai une facture, donc j'ai une créance pour Carrefour, Ouais. et je le fongibilise tout de suite. Donc dans ce système-là, c'est plus Carrefour n'est même pas au courant en fait que sa créance est fongibilisée. Donc on a un tiers à adresser en moins dans la partie commerciale. C'est super intéressant aussi. Effectivement. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis ou pas? Très clair, ouais, très très clair. Bon, ok, génial. Donc, en fait, voilà, pour résumer, peut-être deux solutions pour imaginer ce système de ruissellement d'un bon de commande sur la chaîne d'approvisionnement. Soit on fongibilise la facture, donc la créance, soit on fongibilise le bon de commande. Et en partie technique, ce que j'ai décidé, ce que j'ai pris, mes choix qui ont été les miens pour concevoir ce prototype, ça a été le langage Solidity pour une blockchain Ethereum, une blockchain que j'ai voulu privée. Donc, plusieurs nœuds, chaque fournisseur est un nœud. Okay. Avec un consensus POA et un token partiellement fongible. Voilà. POA, tu peux juste préciser ce que c'est pour les personnes qui n'ont pas encore fait. Ouais. Proof of Authority. L'idée est de proposer, de prédéfinir à l'avance quels sont les ordinateurs qui auront l'autorité pour valider une transaction. Okay. Donc en l'occurrence ici, chaque ordinateur, chaque fournisseur aura un ordinateur qui aura la capacité de valider une transaction, ce qui fait que dans la chaîne d'approvisionnement, chaque acteur ayant des intérêts différents, aucun intérêt à collaborer pour falsifier une transaction. Donc là, on a un consensus qui est atteignable par ce mécanisme. Donc c'est la fin. Alors après, là, on a une analyse des risques. Je pense qu'il n'y a pas forcément sujet. Enfin, j'ai imaginé tous les cas de figure. Qu'est-ce qui se passe si un fournisseur fait faillite? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une livraison non conforme, etc. C'est peut-être pas trop le sujet de notre interview aujourd'hui. Un peu parce que du coup, donc, tu as fait un prototype de ça, c'est-à-dire que non seulement tu l'as conçu, mais tu en as réalisé un premier prototype. Exact. Non, ouais, si tu l'as sous la main, je veux bien que. Ouais. Je viens juste de lancer un serveur local sur Node.js. Et du coup, j'arrive sur ce qui aurait pu être une interface de ce prototype. Alors, je vais même me connecter. Je vais repartager mon écran parce que je vais me connecter sur un autre navigateur. Ok, alors. Donc là, je vous fais une démonstration. Donc là, ça, c'est mon MetaMask. Donc, c'est une interface qui me permet de me connecter à mon interface Ethereum. Donc là, pour aller plus vite, je vais prendre un réseau de tests sur Kovan. Ok. Donc, au préalable, j'ai enregistré plusieurs adresses sur cet onglet qui me permet de simuler différents ordinateurs qui auront accès à ce réseau. Okay. Donc, la première adresse, par exemple, c'est Carrefour. Donc, Carrefour arrive sur ce site internet et il va s'identifier. Donc là, il va arriver sur un endroit où on va lui dire bonjour Carrefour, voici quels sont vos tiers 1. Okay. Donc là, j'en ai renseigné qu'un seul, mais on peut imaginer qu'il y a toute une liste de tiers Granulat, je sais pas moi, Bonduel, etc. L'idée, c'est que derrière, Carrefour puisse, donc là, la démonstration est déjà faite, c'est-à-dire que les fournisseurs ont déjà rempli leur propre fournisseur. Et à la fin du jeu, on arrive à voir que Carrefour est capable de savoir qui sont les fournisseurs des fournisseurs. De Carrefour. Voilà. Et on peut aller à l'infini, donc tiers 3, etc. Donc là, on arrive à la fin de la chaîne d'approvisionnement. Et concrètement, si Carrefour veut rajouter un nouveau fournisseur, il n'a qu'à dire, allez, là, je veux un Bonduel. On va dire qu'il se trouve, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il va dire qu'il est à Caen. On va dire qu'il a le numéro de TVA 2 et qu'il s'appelle, je
Jérémy, @alira.fr. Voilà. Donc là, j'ajoute un nouveau fournisseur. Les fournisseurs se mettent d'accord sur un autre canal de communication sur une clé privée qui pourront donc l'utiliser pour s'identifier formellement sur la blockchain qu'on a mis en place à cet effet. Donc, donc forcément, je dépense ce qu'on appelle du gaz pour effectuer cette transaction, qui est un peu d'argent qui est utilisé pour aider les mineurs à valider la transaction. Et, parce que donc là, ce qui vient de se produire, c'est qu'en fait, on est sur une interface web, mais concrètement, on dialogue avec la blockchain Ethereum en direct. C'est pour ça qu'on utilise du gaz. Exactement. Donc là, derrière cette interface, il y a effectivement une blockchain privée Ethereum qui a été conçue par moi et qui, via l'interface Solidity, via le langage Solidity, a toutes les propriétés que je voulais pour concevoir ce fameux bon de commande semi-fongible. Donc c'est invisible pour l'utilisateur, mais en fait, il y a bien une blockchain derrière. Exactement. L'idée, c'est que l'utilisateur ne sache pas forcément qu'il existe une blockchain, quoi. Mais elle existe bel et bien. Donc, ce faisant, donc là, c'est une clé publique qui a été générée, qui sera stockée sur la blockchain et qui représente cette clé privée. Okay. Et là, il me suffit de retourner sur mon compte. Et là, admettons que, donc sur le site internet, admettons que je me connecte sur un autre compte. Bon, et je crois qu'il se trouve que j'ai utilisé déjà tous mes comptes. Donc, ça ne marchera, il me semble pas, parce que j'ai empêché un fournisseur d'avoir deux comptes différents. Mais hop, si j'active mon compte ici, alors que je me suis mis sur quelqu'un d'autre, non. Ah non, mais donc j'ai pas utilisé ce compte. Est-ce que j'avais utilisé ou pas? Voyons voir. Donc alors, entre parenthèses, chaque fois qu'un fournisseur rejoint cet écosystème, il va rejoindre également, il va devoir signer un NDA qui est en train d'être chargé, donc un contrat de non-divulgation des informations. Parce qu'il a accès à plein d'informations, effectivement. Okay. Est-ce qu'il peut avoir potentiellement accès à plein d'informations? Oui, tout à fait. Là, j'observe où en est ma transaction. Voilà, ok. Donc, c'est bien ce que je pensais. Là, on a affaire à en fait, l'adresse que j'ai utilisée était déjà utilisée au préalable pour mes transactions, pour mes démonstrations précédentes. Ouais. Donc, je ne peux pas la réutiliser. Donc là, je peux très bien recréer un compte et l'ajouter dans la liste. Mais bon, ça prend un peu trop de temps. Donc, on va juste assumer le fait que je viens de créer mon compte. Et donc là, j'arrive sur le compte de la coopérative agricole. Donc voilà, vous pouvez bien vérifier. Donc là, je suis bien sur mon fournisseur de blé dur, qui est utilisé d'ailleurs pour faire les granolas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce compte, lui, il détient le bon numéro 10. Donc, le bon numéro 10, c'était un bon qui a été préalablement envoyé par Granola pour 4000 paquets de céréales, par exemple, et qui peut être soit remboursé par ce fournisseur dans 24 jours, parce que donc comme toute créance, celui-ci est remboursable, donc il y a une échéance de paiement, ou alors on peut très bien utiliser ce bon pour payer un autre fournisseur. Donc, il se trouve que là, j'ai aucun fournisseur enregistré dans ma supply chain, mais je peux très bien faire un fournisseur, donc fournisseur de semences. Je crée ce fournisseur et après, je peux utiliser ce bon pour payer ce fournisseur. Okay. Voilà. Si je me mets entre les deux, donc Granola, il me semble que c'est un bon exemple parce que là, on peut voir ce qui se passe entre les deux, entre Carrefour et la coopérative de blé dur. Donc là, on voit que Granola a des fournisseurs. Voilà, très bien. Donc là, je vais vous faire un exemple. Donc Granola a un autre bon, le bon numéro 11, qui a lui aussi été émis par Carrefour. Donc je vais utiliser ce bon de paiement. Voilà. Donc je décide de financer la coopérative de cacao, par exemple. Et j'ai un crédit de 4500, donc je vais utiliser 2000 de ce crédit. Je vais prendre un mail pour ça. Donc j'utilise 44% de mon montant. Okay. Je vais financer mon fournisseur avec. Donc là, identiquement, je paye du gaz. Là, il y a un temps d'attente qui correspond au temps de minage du bloc, qui correspond pour mon réseau à 10 à 15 secondes en général. Okay. Est-ce que tu vois la fenêtre ou pas ici? Non, elle est grisée. C'est parce que c'est du MetaMask, c'est ça? C'est une confirmation MetaMask? Non, c'est un pop-up que j'ai. Alors, bon,
c'est un pop-up que j'ai généré sur l'application, qui est en Ouais. fait un pop-up qui vous dit il vous reste tant de financement et voici qui vous pouvez financer. Qui vous pouvez financer. Donc j'ai choisi une coopérative, j'ai choisi un financement. Et là, j'ai finalisé ma commande et cette fenêtre-là m'ouvre un pop-up Gmail dans Ok. lequel je peux envoyer un mail de financement. Enfin, je signale à mon fournisseur que j'ai envoyé un financement. Ok. Euh, et donc, quand on regarde ce qu'il reste, donc j'ai utilisé le bon numéro 11. Alors, je rafraîchis ma page. Donc, j'avais utilisé 2 000 euros. Donc là, je suis passé de 4 500 à 2 500. Ok. Super. Quand je regarde qui détient le bon numéro 11, le bon numéro 11 est détenu par Granola. Et là, vous m'excuserez, mais on a une mauvaise, Dommage. un mauvais styling, exactement. Donc, j'ai ma coopérative agricole de Madagascar qui détient bien 2 000 euros et 2 500 euros détenus par Granola. Donc, ça, en fait, c'est là qu'est toute la semi-fongibilité de ce bon. Mhm. Ça veut dire que si je renvoie, si Granola renvoie la fin de son bon, donc si Granola renvoie les 2500 euros à la coopérative agricole, alors la coopérative agricole aura l'autre partie. Et si derrière il y a un revirement à la coopérative de cacao, alors on a un nouveau bon unique. Donc c'est en ça que c'est refusionnable. En revanche, le bon numéro 11 et le bon numéro 10 ne seront jamais fusionnables. Ok. C'est en ça qu'il y a une semi-fongibilité. Voilà. Donc là, on m'indique aussi que le bon numéro 10 a déjà été entièrement utilisé pour financement. Mhm. Donc c'est intéressant de garder ce bon dans le tableau pour là tracer les flux financiers afin de tracer la supply chain. Ok. Ok, donc voilà en gros un des exemples d'utilisation de cette idée, sachant qu'il y en a plein d'autres. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu les termes techniques, on est en train de faire ce qu'on appelle un affacturage classique, mais on Mhm. peut très bien faire ce qu'on appelle un affacturage inversé. C'est un type de financement où c'est pas Granola qui pousse à ses fournisseurs le financement, mais c'est les fournisseurs qui vont demander à Granola des financements, ce qui est encore plus efficace pour éviter les retards de paiement et à posteriori éviter ces 25% de faillite qui existent en France. Ok. Génial, génial, génial. Moi, ouais, franchement, ton projet m'a impressionné quand tu l'as présenté la première fois devant le jury, parce que pour moi, enfin, c'est un vrai cas concret de la vie réelle avec une vraie pertinence d'usage des technologies blockchain. Euh, et avec la réponse à la question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une blockchain pour le faire, qui me paraît limpide, quoi. Euh, Ouais, effectivement. Là, la blockchain est vraiment utilisée parce que c'est donc si la blockchain on peut la définir comme un protocole d'échange de valeurs. Là, l'échange de créances de fournisseur en fournisseur est garanti par le fait qu'il y a une blockchain derrière. Il n'y a plus besoin d'avoir un tiers financier qui prend une marge coûteuse pour le faire. mhm. Voilà. Et en plus, la deuxième raison, c'est que si votre argent passe par un tiers financier, alors ça compromet toute la traçabilité. Alors que là, vous pouvez vraiment tracer l'argent, puisque les mains par lesquelles elle passe, ça correspond au transformateur du produit. Donc, on n'a pas un faux intermédiaire qui viendrait compromettre la traçabilité de la chaîne. Super. Ok. Euh, donc ouais, enfin moi comme je te disais, je trouve que c'est vraiment un super projet qui effectivement, enfin, on comprend tout de suite l'intérêt de la blockchain dans un projet pareil et en quoi est-ce qu'en fait c'est une amélioration significative de l'existant par rapport à ce qui existait avant, quoi. Ouais. Ben, je pense c'est qu'un exemple effectivement parmi beaucoup d'autres, mais que les cas d'usage restent encore assez rares à ce jour. Mais comme c'est une technologie assez nouvelle, il faut juste encore un peu explorer, quoi. C'est ça.